vais introduire très très brièvement ce nouveau webinaire proposé par l'Institut du marketing social en donnant la parole donc à nos deux invités qui vont se présenter plus en détail et ensuite prendront la parole pour évoquer donc la thématique de la parole citoyenne dans les politiques alimentaires nationales. Donc, on a le plaisir d'accueillir Hélène Amar, qui est secrétaire générale du CNA, donc du Conseil national de l'alimentation, et Mathilde Gorza, qui est adjointe à la secrétaire du CNA, plus particulièrement en charge, je crois, de la participation citoyenne. Merci à vous deux de nous faire le plaisir de vous exprimer aujourd'hui sur ce sujet qui intéresse beaucoup et l'Institut du marketing social et un certain nombre de ses adhérents ou membres de sa communauté, c'est évidemment l'alimentation. L'alimentation saine et ce qu'on peut faire pour améliorer sa qualité pour la santé de la population. Alors, il y a différentes instances qui travaillent sur ces sujets-là. Elles sont nombreuses, elles ont des dénominations différentes. Toutes sont censées porter la voix des citoyens, c'est-à-dire de la population, de nous-mêmes. Cette prise en compte de la parole, elle est difficile à organiser. Il y a différentes manières, effectivement, de la prendre en compte. Et c'est justement tout ce dont vont nous parler nos deux invités aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole, mesdames, et je vous propose de partager avec nous une présentation et donc votre écran, si vous le voulez d'ici quelques secondes quand vous aurez fini de vous présenter. Très bien, merci. Merci beaucoup donc à l'Institut du marketing social de nous donner cette opportunité de présenter le Conseil national de l'alimentation et surtout son rôle dans l'organisation du débat public sur l'alimentation, rôle qui est inscrit dans la loi pour le CNA. Donc ça va être une présentation à deux voix puisque je vais vous faire une courte introduction sur ce qu'est le CNA. On peut peut-être mettre la diapo avec le sommaire. Donc, je vous ferai une présentation de ce qu'est le CNA. Ce sera assez rapide. On a une petite vidéo à l'appui. Et puis, cette présentation, effectivement, à deux voix, sera ensuite donc relayée par Mathilde Gorza, que vous avez annoncé tout à l'heure, et qui est mon adjointe au secrétariat du CNA, mais qui est aussi en charge de la démarche de participation citoyenne au CNA et qui vous présentera la méthodologie de participation citoyenne au CNA, vous illustrera quelques exemples d'approches participatives, parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes selon les démarches choisies. Et puis, comment ensuite on prend en compte cette parole citoyenne dans les avis du Conseil national de l'alimentation et quels sont ces impacts de la participation citoyenne. Et puis, on essaiera de vous donner quelques éléments clés de notre expérience en la matière. Le CNA existe depuis 40 ans maintenant, mais il n'a pas toujours été en charge du débat public sur l'alimentation. C'est relativement récent et on peut dire aujourd'hui qu'on a à peu près 5 ans d'expérience de participation citoyenne au CNA. Alors peut-être sans plus attendre, je laisserai peut-être Mathilde dire quelques mots quand ce sera à elle de parler, mais on va vous présenter une petite vidéo qui vous situe le rôle et la composition du CNA et son rôle donc, dans la construction des politiques publiques de l'alimentation. Donc on espère que ça va fonctionner, c'est parti. De la ferme à l'assiette, l'alimentation nous concerne toutes et tous. Accessibilité, coût, écologie, partage, plaisir ou santé, elle est au cœur de nos vies et de nombreux débats. Rattachée au ministère en charge de l'agriculture, de l'économie, de la santé et de l'environnement, le Conseil national de l'alimentation, CNA, réunit et fait débattre tous les acteurs et les actrices de l'alimentation autour des grands enjeux du secteur. Même si leurs points de vue sont parfois différents,
Chacun et chacune de ses membres s'exprime au sein du CNA. En s'appuyant sur une méthode de concertation rigoureuse, ces débats aboutissent à des recommandations concrètes. Le CNA accueille également les propositions et les expériences de citoyennes et citoyens pour rapprocher au mieux les travaux menés des attentes de la société. C'est grâce à l'ensemble de ces échanges que les avis du CNA sont produits. Ces avis, non contraignants, servent de guide pour éclairer les décisions des secteurs publics et privés. Ainsi, depuis plus de 40 ans, les travaux du CNA contribuent activement aux politiques publiques de l'alimentation. Le CNA peut être consulté sur tous les sujets relatifs à l'alimentation, comme la qualité nutritionnelle et sanitaire des produits, la durabilité de nos systèmes de production, la précarité alimentaire ou encore l'éducation au bien-manger. Il répond ainsi à 3 missions essentielles en lien avec l'alimentation: produire des avis pour conseiller les secteurs publics et privés, suivre la mise en œuvre des politiques publiques, organiser le débat public sur l'alimentation et renforcer ainsi la démocratie participative. Trait d'union entre la chaîne alimentaire, les pouvoirs publics et la société, le CNA contribue à rendre notre alimentation plus saine, plus durable et plus solidaire. De la ferme à l'assiette, lait. Bien, eh bien j'espère que vous avez pu voir et entendre cette vidéo et que le son n'était pas trop décalé. Donc, peut-être en quelques mots, l'essentiel concernant le Conseil national de l'alimentation, pour reprendre les éléments clés de cette courte présentation. C'est important de noter que c'est une instance consultative indépendante, et le mot consultatif est important dans la mesure où le CNA, même si on l'appelle souvent le Parlement de l'alimentation, le CNA n'est pas prescriptif. Il ne vote pas de loi. Il formule des avis et des recommandations au pouvoir public et aux acteurs privés concernés par l'alimentation. C'est une instance indépendante qui a 4 ministères de rattachement, donc que sont l'agriculture, la santé, l'environnement et la consommation. Tout ça aussi pour noter que les avis du CNA sont empreints d'une approche très multidimensionnelle de l'alimentation. Donc, nous formulons au sein du CNA des recommandations et le CNA est consulté soit par saisine de ses ministères, soit par autosaisine sur les grandes orientations de la politique de l'alimentation. Il peut s'agir de qualité nutritionnelle, qualité sanitaire, des denrées alimentaires, l'information du consommateur, la durabilité des systèmes alimentaires et les enjeux d'accessibilité, notamment dans un avis parmi les plus récents, notamment sur la lutte contre la précarité alimentaire, par exemple. Et sujet qui va nous importer aujourd'hui, depuis 2014, le CNA, par la loi, est en charge donc du débat public sur l'alimentation. Alors, il a fallu quelques années pour que la méthodologie se mette en place et que réellement, de manière opérationnelle, il y ait des démarches de participation citoyenne au CNA, et les premières ont commencé en 2020. Mathilde vous en parlera. Le CNA donc est composé de tous les acteurs de la chaîne alimentaire, avec un certain nombre de collèges composés de professionnels de l'alimentation, donc notamment la production agricole, la transformation et l'artisanat, la distribution, la restauration, qu'elle soit commerciale ou collective, les 2 secteurs sont représentés, et évidemment, nous avons au sein du CNA un collège d'associations représentant les consommateurs. Nous avons également un collège représentant les syndicats de salariés de la chaîne alimentaire. Et puis, particularité du CNA, et ce qui fait aussi son inscription dans la loi, nous avons, à côté d'un collège de personnalités qualifiées qui sont là, intuiti personae, pour leurs compétences, nous avons ce collège de représentants du Parlement, donc avec un sénateur et un député, ou une, qui donc représentent respectivement le Sénat et l'Assemblée nationale au Conseil national de l'alimentation. Donc voilà pour les collèges au sein du CNA.
représente 66 membres. Et puis, à côté de ces collèges, nous avons membres de droit, des établissements de recherche, des agences sanitaires, les collectivités territoriales, très impliquées notamment dans les sujets de restauration collective. Et puis, nous avons aussi des représentants des ministères, mais qui n'ont pas de droit de vote sur les avis du CNA, bien entendu. Et puis, le secrétariat, qui est une équipe permanente qui accompagne les membres dans leurs travaux. Alors, je dois, à ce stade de la présentation, vous dire qu'actuellement, nous avons une pause dans les activités du CNA, une pause qui est due à l'attente que nous avons de la signature de l'arrêté de nomination de nos membres par les ministères de rattachement, puisque nous avons des mandatures de 3 ans et que la dernière mandature s'est terminée en début d'année 2026 et que donc nous sommes dans l'attente de la signature de cet arrêté qui permettra de mettre en place une nouvelle mandature avec une présidence et donc de reprendre les travaux du CNA. Nous sommes dans une situation relativement particulière actuellement. Alors, le CNA fonctionne soit parce qu'il est saisi par un de ses ministères, soit parce qu'il s'auto-saisit. Lorsque, donc, dans les deux cas, un mandat présentant les objectifs et le sujet à traiter est voté en séance plénière, suite à quoi un groupe de concertation avec des membres du CNA plénier ou des membres extérieurs au CNA plénier selon les sujets traités est constitué. Et nous rentrons dans un travail qui dure à peu près 1 an à 1 an et demi. Donc, les avis du CNA, ce sont des avis qui se construisent sur le temps long. C'est le temps de la concertation. Ce n'est pas le temps des médias, ce n'est pas le temps du politique. C'est un temps relativement long avec une phase de questionnement, avec un certain nombre d'auditions d'experts qui nous permettent d'éclairer le sujet, de connaître l'état de la science sur un sujet traité. Et puis ensuite, on rentre en phase de concertation. Alors, ça vous sera explicité un petit peu plus longuement après, mais au moment de la construction du mandat, avant que le groupe de concertation se réunisse, il est discuté de la possibilité d'adosser ou pas une démarche de participation citoyenne. On vous expliquera pourquoi on le fait ou pourquoi on ne le fait pas. Donc, lorsque ce groupe de concertation a fini ses travaux, il présente un projet d'avis qui est voté en décision plénière, en séance plénière, qui se réunit, le CNA en temps normal, se réunit à peu près 3 fois par an en séance plénière. Et donc, l'avis est ensuite mis en ligne. Tous les avis du CNA qui ont été adoptés sont publics sur le site du CNA. Voilà, je pense que ça, ce sont des généralités. Vous n'hésitez pas à nous poser des questions tout à l'heure. Il y aura un temps d'échange à l'issue de la présentation. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Mathilde qui va entrer dans le vif du sujet de la participation citoyenne au CNA. Merci beaucoup Hélène. Effectivement, je vais pouvoir vous présenter comment est-ce qu'on a pensé l'ouverture à la participation citoyenne et comment on organise concrètement nos méthodes participatives. Donc tout d'abord, je vous propose un petit peu d'historique, on va dire. Comment est-ce qu'une instance comme le CNA, une instance consultative constituée de parties prenante, s'est ouvert en fait à cette parole citoyenne. Et Hélène Amar vous l'a présenté rapidement, mais effectivement, depuis 2014, il est inscrit dans la loi que le CNA a la mission d'organisation du débat public sur les sujets d'alimentation. Et en fait, donc le CNA s'est donc interrogé sur la manière qui serait la plus vertueuse, la plus pertinente d'ouvrir ces travaux à la parole de citoyennes et citoyens. Et pour cela, le secrétariat du CNA s'est rapproché de la Commission nationale du débat public, donc la CNDP, qui est l'autorité compétente en matière d'information du public et d'organisation des débats publics globalement sur les sujets très divers et variés, mais globalement qui peuvent avoir un impact sur l'environnement des usagers. Et donc, nous sommes accompagnés depuis par cette instance qui nous aide à réfléchir à la fois à nos méthodes participatives, mais aussi au recrutement et aux bons principes, on va dire, de transparence et ce qu'on va voir plus tard de reddition des comptes auprès des participants. Donc, cette étape d'ouverture à la participation citoyenne, il s'est quand même inscrit sur un temps globalement assez long quand même, puisque on s'est interrogé sur
comment est-ce qu'on pourrait construire une méthodologie robuste et partagée aussi par nos membres. Et donc en 2020, on a fini par adopter donc une méthodologie qui a été soumise donc au vote auprès de nos membres en CNA plénier et qui présente en fait nos bonnes méthodes, nos bonnes pratiques en matière de participation citoyenne et pour lesquelles on s'attelle en fait à respecter l'ensemble de ces principes. Et donc depuis 2020, on a pu expérimenter 3 démarches de participation citoyenne qu'on a déployées sur des sujets divers et variés sur lesquels je vais pouvoir revenir juste après. Donc ça, c'était un petit peu pour vous refaire l'historique et puis globalement pour vous dire aussi pour quelles raisons en fait on voit l'intérêt aussi d'ouvrir certains sujets de concertation à la parole de citoyennes et citoyens. Eh bien, c'est bien sûr déjà pour leur permettre de participer à des travaux structurants quand même, hein, qui vont pouvoir orienter les décisions en matière de construction des politiques publiques de l'alimentation, donc de pouvoir mieux connaître et prendre davantage en compte les préoccupations des citoyennes et citoyens, et puis pour qu'ils puissent donc peser davantage sur l'orientation de ces politiques publiques. Si je vous présente un petit peu plus en détail comment est-ce qu'on construit en fait ces démarches participatives, donc le premier schéma qui vous a été présenté, c'est vraiment comment est-ce qu'on construit en fait une démarche de concertation au CNA avec nos parties prenantes, nos membres qui siègent au sein du conseil. Et bien lorsque on va lancer un groupe de concertation au sein du CNA, on se pose effectivement la question à savoir si cela pourrait être pertinent de l'ouvrir à la parole de citoyennes et citoyens. Pour cela, lorsque cette décision est prise, elle est faite conjointement avec, je vous l'ai dit, donc la Commission nationale du débat public avec qui nous échangeons régulièrement pour peser les pour et les contre, on va dire, de l'ouverture de ces groupes de travail. Eh bien, on lance une cellule de la participation citoyenne. C'est une cellule, un groupe de travail, en fait, qui est constitué à la fois d'experts des sujets de débat public et puis des experts du sujet en question sur lequel on va lancer une démarche participative. Et donc, on a un travail de quelques mois pour construire le dispositif qui serait le plus adéquat, parce qu'on pourra le voir juste après, mais en fait, il y a une diversité de méthodes qu'on peut organiser, que ce soit des démarches de maxi public, de petit public, des concertations qui peuvent être avec des groupes cibles, des méthodes en ligne ou en présentiel. Voilà. Et donc l'idée, c'est un peu d'interroger tout ça, de construire aussi la question qu'on va pouvoir poser aux citoyens, qu'est-ce qu'on va leur demander concrètement, à quel moment on va faire intervenir cette parole par rapport au travail des membres du CNA. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se pensent à ce moment-là. Et notamment aussi, une étape sur laquelle on travaille longuement, c'est sur la construction aussi d'une information qui sera transmise aux citoyens. Donc cette cellule de participation citoyenne construit le dispositif qui est soumis après à discussion et au vote auprès de nos membres, donc les membres du CNA plénier, qui donc valide en fait cette proposition. Et suite à ça, donc on va avoir une phase de déploiement de la démarche participative et de production du livrable avec les citoyens qu'on aura réunis. Et après, il y a tout le travail en fait d'articulation justement avec les parties prenantes, les corps constitués en fait qui font partie du CNA pour pouvoir leur permettre de s'enrichir de ce travail citoyen et de pouvoir aussi construire le retour qui leur sera fait. Donc voilà. Et donc je vais pouvoir revenir dans le détail sur ces différentes étapes. Concrètement, donc les étapes de l'organisation d'une démarche, je vous en parlais rapidement juste avant. On met un point d'honneur quand même à construire un socle d'informations préalables auprès de nos citoyens. L'idée étant de pouvoir vraiment avoir une base de connaissances communes partagées par tous qui permet en fait de pouvoir poser les bases d'une discussion éclairée, de construire des propositions qui se basent sur des faits scientifiques qui sont partagés dans ce socle d'informations. Donc c'est un dossier qui peut prendre diverses formes. On a pu expérimenter un certain nombre de choses pour que ce partage d'informations soit quand même
le plus accessible possible et le plus complet et qui puisse convenir en fait à diverses méthodes d'appropriation. Donc on a pu faire ça à travers des constructions de vidéos, des bandes dessinées, voilà. Donc ça, vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site internet parce qu'on a une page dédiée à la participation citoyenne et donc aux méthodes un petit peu qu'on a pu tester. Donc après ce socle d'informations qu'on construit, on a une phase de recrutement des publics. Donc je vous le disais, qui peut passer par différents moyens en fonction de la méthode qu'on emploie. Donc ça peut être des publics cibles qu'on va aller chercher, des personnes, par exemple en situation de précarité qu'on a pu aller chercher dans la démarche dont vous parlez Hélène juste avant sur un avis qui portait sur la lutte et la prévention et la lutte contre la précarité alimentaire. On peut aussi identifier des structures relais qui peuvent nous permettre d'identifier des personnes qu'on peut avoir plus de mal à recruter, notamment des personnes en situation de précarité. Et puis, on s'appuie aussi, bien sûr, souvent sur des prestataires pour nous appuyer sur cette démarche. On a donc ensuite la phase de déploiement des outils participatifs. Donc, ça peut être des panels citoyens, ça peut être des réunions publiques, par exemple. Et puis, tout ce travail, toute cette matière se construit après à travers la production d'un livrable citoyen qui est ensuite soumis pour étude en fait auprès du groupe de concertation du CNA qui est en charge de la production d'un avis rendu au nom du CNA. Et donc cette étape de reddition des comptes sur laquelle je vais revenir un peu plus en détail puisque c'est quand même une étape très importante sur laquelle on reviendra plutôt en fin de présentation. Si ça vous va, je vous propose de continuer sur les différentes méthodes, les différentes approches qu'on a pu mobiliser en fait en fonction des sujets sur lesquels on a été amené à travailler. Donc, juste une slide qui vous présente déjà un ensemble d'outils qu'on a pu tester à notre niveau déjà. Donc, des panels citoyens. Donc, ça, on est plutôt sur du recrutement sur la base, sur du recrutement aléatoire, en fait, pour l'idée d'avoir un échantillon représentatif de la population française. Donc, nous, on l'a fait à petite échelle. On avait des panels citoyens autour d'une vingtaine de personnes. On a organisé des débats autoportés, on a pu organiser des débats autoportés, c'est ce qu'on a appelé ça comme ça. Il s'agit de débats locaux qui sont organisés en appui avec des structures sur les territoires, donc des collectivités, des associations, etc. Et tout autre type de débat sur lesquels je vais pouvoir revenir un peu plus en détail en vous présentant les démarches si ça vous convient. Et bien sûr, on pourra revenir sur ces outils si ça vous intéresse. Donc, la première démarche participative qu'on a pu organiser, on a considéré que c'était un petit peu la première expérimentation, on va dire. Elle portait sur la sobriété en emballage alimentaire et donc elle a été construite donc en 2019-2020. Il s'agissait d'une saisine du CNA sur l'idée de pouvoir en fait identifier des recommandations pour sortir des emballages plastiques qu'il peut y avoir dans nos produits alimentaires et aussi d'avoir des recommandations sur le développement du vrac. Et donc, dans ce cadre-là, on a organisé un panel citoyen sur une question précise. Vous voyez, là, par exemple, le choix a été fait de se dire, on aimerait recueillir l'avis de citoyens sur un angle en particulier de ce sujet de saisine. Et ce sujet a été choisi sur le vrac. Donc, on leur a demandé comment est-ce que, selon eux, on pourrait développer le vrac pour réduire les emballages alimentaires, comment, à quelles conditions. Ça, c'était un panel citoyen. Et puis, on l'a associé avec des ateliers exploratoires qu'on a organisés sur trois territoires différents et qui, cette fois, étaient plus englobants. La question posée était plutôt sur les emballages alimentaires de façon globale. Et à chaque fois, vous pourrez, attention, on pourra vous envoyer notre présentation et vous pourrez retrouver l'avis du CNA qui a été adopté par les membres du Conseil national de l'alimentation, mais aussi tout ce qui est relatif à la participation citoyenne. Donc voilà, tout ça est à retrouver, a été chargé sur notre site. Donc ça, c'était notre première expérimentation. Puis, on va dire qu'on a un peu monté en compétence, je dirais, sur une deuxième démarche qui était donc celle sur la prévention et la lutte contre la précarité alimentaire, qui a, je pense, marqué quand même un peu un tournant dans notre manière de construire les démarches participatives. Donc ça, c'était en 2021. On s'est vraiment attelé à réfléchir à comment est-ce qu'on allait pouvoir recruter des personnes concernées par la précarité alimentaire. Et c'était donc dans le cas d'un panel citoyen où il y avait donc 18 personnes
10 qui étaient tirés au sort sur des critères de diversité, de représentation de la population, et 8 qui étaient vraiment en situation de précarité alimentaire, et enfin de précarité même de façon générale, et qui a été vraiment très éclairant en fait de pouvoir avoir le regard vraiment de personnes concernées. Et on s'attelle depuis à vraiment inclure les publics qui sont concernés par les politiques publiques qu'on traite. Donc il y avait à la fois ce panel citoyen et aussi ces débats qu'on a appelés donc les débats autoportés. On s'est appuyé sur des collectivités, des écoles, des associations on avait fait un appel en fait à Général pour pouvoir identifier des structures qui seraient intéressées pour organiser un débat à leur échelle. Et donc ça a bien pris puisqu'on avait quand même eu 67 débats locaux qui ont été organisés et sur tout le territoire français, donc même en Outre-mer, on a reçu des contributions qui étaient très intéressantes et qui a permis vraiment de pouvoir à la fois confronter en fait ce regard très global d'un maxi public avec un panel citoyen qui a pu creuser plus en détail certains sujets qui étaient portés dans ces débats autoportés, puisque le panel citoyen il s'est quand même mobilisé sur 6 jours complets et ça a donné lieu à un avis citoyen avec un certain nombre de recommandations qui ont pu être étudiées par la suite par le groupe de concertation du CNA. Et la dernière démarche participative en date, c'est celle sur la communication sur les risques d'intoxication alimentaire à domicile qu'on a organisée sur la fin d'année 2023, début d'année 2024, et qui, je pense, pourra intéresser aussi les travaux de l'Institut du marketing social, puisqu'il s'agit vraiment des enjeux de communication. Donc cette fois, ce qui est assez innovant dans cette démarche participative, c'est qu'on l'a organisée totalement en amont du groupe de concertation du CNA. Et l'idée étant vraiment qu'on puisse recueillir les besoins des participants pour structurer les travaux du groupe de concertation et les guider dans ces réflexions. L'idée étant d'un peu orienter un peu les thématiques de travail aussi du groupe. Donc vous pouvez voir aussi qu'on teste un peu différentes temporalités en fait d'adossement de la participation citoyenne au groupe de travail du CNA. Et donc, dans cette démarche-là, on a mobilisé des publics cibles, donc à la fois des personnes qui peuvent être plus ou moins à risque, en fait, justement, sur les risques d'intoxication alimentaire. Donc, des femmes enceintes, des jeunes mères. On est allé donc dans des centres de protection maternelle et infantile. Il y en a une, d'ailleurs, qui s'est tenue aussi en Outre-mer, c'était en Guyane. Donc ça, c'était le premier public cible. On a aussi interrogé des étudiants, également des personnes adhérentes d'un jardin partagé. Donc là, l'idée étant d'aller voir un petit peu comment ça se passe dans l'étape d'autoproduction, autoconsommation, on va dire. Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont à identifier? Ok. Et donc et également des personnes plus en situation de précarité dans un quartier prioritaire de la ville en région parisienne. Donc ça, c'était des débats par milieu de vie qu'on a adossé à 2 réunions publiques qui, cette fois, étaient ouvertes à toutes et tous. Voilà, je vous ai balayé en fait les 3 démarches qu'on a pu organiser et je vous propose maintenant de vous présenter comment est-ce qu'on prend en compte la parole des citoyens dans les avis du Conseil. Donc, on a déjà une première étape qui va être la présentation des résultats de la participation citoyenne. Donc, globalement, c'est une présentation du livrable qui ressort des débats. Et on s'attelle aussi à proposer autant que possible des échanges en direct avec les citoyennes et citoyens, que ce soit d'eux-mêmes, en fait, qui puissent présenter, qui sont invités, en fait, au groupe de concertation du Sénat pour présenter leur travail et ce qu'ils prônent, en fait. Puis il y a une étape de débat après sur ces propositions citoyennes par les membres du CNA qui va venir enrichir le corps de l'avis et les recommandations. Et vous voyez le petit logo là qu'on affiche sur cette diapositive. Mais en fait, dans l'avis du CNA qui est rendu, l'avis final, on indique à chaque fois si les recommandations sont en lien avec des propositions qui étaient issues des citoyens. Et suite à ça, donc on a une réponse qui est argumentée, qui est très précise par les membres du CNA sur l'ensemble, sur chaque proposition des citoyens. C'est ce qu'on appelle l'étape de reddition des comptes. Et donc ça peut s'organiser de différentes façons. Nous, on a proposé, par exemple, pour la dernière démarche sur la communication sur les risques, d'utiliser de la facilitation graphique, donc pour expliquer de façon très visuelle et pour autant très précise comment chaque idée citoyenne a pu être retenue ou pas et pour quelles raisons si elle n'a pas été retenue dans la vie finale. Et donc dans
Dans celui-ci, vous pouvez voir que, par exemple, sur l'ensemble des 24 idées qui avaient été portées par les citoyens, on a 23 qui ont été intégralement reprises, une qui a été reprise partiellement, et la réponse, l'argument leur a été bien présenté. On vous proposait aussi dans la fin un peu de cette intervention de prendre un peu plus de hauteur sur les impacts de la participation citoyenne. Donc, si on peut boucler un peu le processus, après l'étape de reddition des comptes, nous, on organise ce qu'on appelle un retour d'expérience. Et donc, on essaye de mesurer à quel point, en fait, la participation citoyenne a pu avoir des impacts dans différentes dimensions. Déjà, pour vous dire que sur ce sujet-là, on travaille en lien avec le Centre interministériel de la participation citoyenne, qui est un lieu qui est rattaché donc à la direction interministérielle de la transformation publique et qui a pour objectif en fait d'accompagner l'administration dans l'organisation de ces démarches participatives. Et il y a un certain nombre d'outils qui est à disposition et que vous pouvez aussi retrouver sur leur site internet. Et donc, déjà, quand on parle d'impact de la participation citoyenne, de quoi est-ce qu'on parle? Ce qui est intéressant, c'est nous considère en fait, en lien avec le CIPC, qu'il y a différentes dimensions et qu'on n'est pas simplement sur l'impact dans l'action publique, mais on a aussi des impacts qu'on peut mesurer sur différents pôles, donc à la fois sur l'individu en tant que tel, on peut mesurer son degré de satisfaction, son niveau de connaissance, comment est-ce que lui, ça a pu lui permettre d'évoluer aussi sur la perception du sujet auquel il a été confronté. Est-ce que ça peut avoir un impact sur l'évolution de sa confiance aussi dans les institutions? Sur l'administration en tant que telle, là, ça va plutôt être sur les méthodes de travail. Est-ce que ça a pu permettre de faire évoluer les pratiques? Est-ce qu'on est plutôt dans de la co-construction? Et puis, bien sûr, l'impact sur la décision publique, les politiques publiques. Est-ce qu'on a une réponse argumentée? Quel est le degré de prise en compte des propositions? Comment est-ce que la perception de la participation citoyenne peut évoluer aussi? Et puis, sur les corps intermédiaires, est-ce que ça a permis de faire émerger des idées? Est-ce que ça peut faire évoluer les positionnements des membres? Nous, on sait que ça a été quand même un processus un peu long pour permettre l'acculturation des membres du CNA à l'ouverture des démarches de participation citoyenne. Et donc, on mesure bien que maintenant, c'est quelque chose qui est reconnu. Nos membres considèrent qu'il y a vraiment un intérêt en fait, à ouvrir nos groupes de concertation à la participation citoyenne, mais ça nécessite d'acculturer aussi tout cet écosystème, on va dire. Et donc, bien sûr, mesurer les impacts, ça permet d'améliorer l'inclusion, la portée, les effets des dispositifs participatifs. L'idée, c'est aussi de permettre de renforcer la confiance des décideurs, des parties prenantes et du public, et puis de renforcer la légitimité, la pertinence et l'efficacité. Là, c'est plutôt un impact, on va dire, en termes méthodologiques, comment est-ce qu'on peut faire mieux dans les démarches participatives. Je vais aller un petit peu plus vite, je pense, sur cette dimension-là. Là, on revenait sur une slide un peu plus précise. La slide d'avant, c'était vraiment sur les impacts de façon très globale, sur quoi est-ce qu'on peut s'interroger. Et là, on voulait vous présenter un petit peu comment est-ce que nous, on a travaillé justement sur les retours d'expérience qu'on conduit, quels impacts on interroge en tant que tel. Eh bien, il y a justement plusieurs dimensions. La première chose, c'est sur le sujet qu'on va mettre en débat. Lorsqu'on fait un choix de sujet, on essaye après d'identifier, de voir quels étaient les points positifs, les blocages qu'on a pu rencontrer, et puis les choix méthodologiques aussi qu'on a employés, si on a pu organiser des démarches de mini-public, comme des panels citoyens, si on organise des choses plutôt grand public, ouvertes à toutes et tous. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment plutôt l'impact méthodologique, comment nous est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on voit aussi en termes d'impact du choix du sujet et des choix méthodologiques. On mesure aussi les impacts sur le processus de concertation en tant que tel. Donc on revient vers les membres du CNA pour recueillir un peu leur retour, leur réaction, et savoir si ça a pu impacter selon eux leur processus de travail, positivement ou négativement, bien sûr, mais pour pouvoir améliorer nos méthodes de travail. Pour vous donner un exemple très concret, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'on avait besoin de donner plus de temps aux membres du CNA pour étudier les propositions citoyennes dans le détail, pour construire une réponse, se faire une idée. Ça, on en parlait juste avant, mais effectivement, les travaux du CNA s'inscrivent vraiment dans du temps long.
Sur l'enrichissement de la vie en tant que tel, eh ben là, on va mesurer l'impact que ça a pu avoir sur les recommandations, sur éventuellement la place du dissensus aussi. Est-ce que ça a permis à nos membres d'éventuellement se retrouver sur une thématique qui peut être très forte, portée par des citoyens, qui répond vraiment à une attente de la société? En gros, est-ce que si c'est porté par des citoyens, c'est plus entendu et du coup pris en compte par nos membres? Puis sur la valorisation de la vie, sa prise en compte, donc là c'est un volet plutôt post-avis, on va dire. On s'est rendu compte que nos avis, lorsqu'ils font l'objet de démarches de participation citoyenne, on peut les valoriser aussi autrement. On peut présenter les démarches de participatif qui ont été adossées et donc ça permet d'enrichir un peu la valorisation de ce travail. Et puis le dernier point, je l'ai déjà évoqué rapidement avant, mais c'est sur la perception des apports de la participation citoyenne. On se rend compte qu'on a quand même une reconnaissance grandissante, on va dire, de nos membres sur l'intérêt d'organiser des démarches participatives. On a grandement évolué en termes de méthode. Il y a quand même un caractère assez transformant. Je pense même dans nos méthodes de travail, on met un point d'honneur à co-construire nos démarches participatives et puis même avec le lien avec nos comités de pilotage, par exemple. Et donc, ça a pu avoir quand même un impact assez clair sur la vision et la culture de la participation citoyenne dans l'instance. Voilà, j'ai dressé un panorama à la fois sur les outils, sur l'intérêt, sur les différentes expériences qu'on a eues. Et puis, on voulait vous présenter quelques éléments clés de nos retours d'expérience. Et je vais redonner la parole à Hélène pour ce point. Oui, je pense que ce sera en guide de conclusion. On nous dit, si on devait retenir les points importants pour nous de la démarche de participation citoyenne au CNA, ce ne sont pas des recommandations, hein, mais c'est voilà, peut-être dire ce qui nous paraît important quand même de retenir, c'est que il ne faut pas négliger qu'une démarche de participation citoyenne telle qu'on l'a fait au CNA et qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à revenir vers les citoyens pour dire ce que l'on a fait de leur avis, comment ça s'est rentré dans la vie des membres du CNA ou pourquoi ça n'est pas rentré. Eh bien tout ça, ça nécessite un investissement humain, organisationnel et temporel relativement important. Donc, il ne faut vraiment pas les négliger. Et puis, c'est important de faire preuve de transparence et de sincérité quant aux objectifs. Bien dire qu'il s'agit d'un panel citoyen ou peu importe la méthodologie, le mode de recrutement retenir, mais bien dire sur quoi on va travailler, sur quoi on ne travaillera pas, et puis qu'est-ce que l'on va pouvoir faire de cette matière recueillie. C'est important d'être sincère avec les citoyens sur ce sujet. Et puis, on n'a peut-être pas beaucoup évoqué, mais quand on a un mandat au CNA sur un sujet lié à l'alimentation, eh bien, il y a la question qui est posée et qui revient entièrement aux membres pour décider si l'on fait ou pas une démarche de participation citoyenne. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir aussi l'appui de la CNDP en termes de mesurer ce que l'on appelle, on a mis les guillemets, le concernement. Est-ce que ce sujet-là est un bon sujet pour embarquer les citoyens? Est-ce qu'il n'est pas trop technique, pas trop spécifique? Comment les citoyens vont se sentir impliqués sur ce sujet? Et est-ce que c'est le bon sujet pour une démarche de participation citoyenne? Il faut prendre le temps d'y réfléchir. Et puis, si on a décidé que oui, eh bien, l'importance d'avoir un socle commun d'information. On ait au moins des éléments de base que l'on partage tous, sur lesquels on va pouvoir travailler. Ensuite, important de s'adapter, d'adapter les méthodes. Il y en a de nombreuses, Mathilde vous en a cité quelques-unes. Évidemment, on s'adapte en fonction des objectifs que l'on poursuit et des publics que l'on vise. Et puis, vraiment important de revenir vers les citoyens. Alors nous, dans le cadre de nos travaux avec la CNDP, c'est quelque chose, je dirais, qui ne fait pas débat. C'est une obligation que l'on se donne de revenir vers le citoyen avec une reddition des comptes. Et on essaie aussi, dans la mesure du possible, qu'il y ait à un moment donné une rencontre entre les citoyens et citoyennes qui ont été impliqués dans la démarche et les membres du CNA, parce que cette rencontre, elle est riche pour les deux parties et elle permet de faire aussi évoluer, comme l'a dit Mathilde, la perception de chacun sur ce dialogue, sur l'importance de ce dialogue et ce qui en ressort, donc au travers des avis du CNA,
que vous pouvez retrouver, alors pour ceux qui sont votés, parce que comme je vous l'ai dit, on a une petite pause de gouvernance, donc certains n'ont pas pu être votés, mais tous ceux qui le sont en libre accès sur le site du CNA, et je pense qu'on va en rester là. Merci beaucoup pour votre attention, et nous avons, je pense, un petit quart d'heure devant nous s'il y avait des questions. Absolument, merci, merci beaucoup. C'était extrêmement clair et très très intéressant. Je crois, je vais laisser quelques secondes à l'audience pour réfléchir ou pour préparer sa question, leur question. Je crois que dans tout ce que vous avez présenté, d'abord il faut souligner que la démarche est admirable et que on mesure, je pense, on est plusieurs à mesurer la complexité en fait que ça qui est mise en œuvre et la complexité voilà, qui est associé à ce genre de démarche. Votre point sur le temps long, en tant que chercheur, on le comprend très bien. Donc, tout ça était très, très instructif. Alors, je pense aussi qu'on partage en plus de ces aspects-là un élément qui est celui de faire avec et pas de faire pour reprendre une expression chère à Patricia Gurviez, que je lui pique du coup. Bon, je crois que je l'ai piqué à Mandela ou à Gandhi, je sais Ah pas voilà, trop, donc donc voilà, vas-y. et donc bon exactement. Donc on est tous en train de plagier quelqu'un d'autre là. Mais oui, c'est faire avec et non pas faire pour. Et c'est vraiment ce que je retiens là de votre démarche, c'est d'impliquer un maximum les citoyens, non seulement dans la consultation, mais aussi dans dans la construction d'actions, de plans, etc. dans une certaine mesure. Puis après, bon, il y a tout toute la phase du déploiement politique et institutionnel qui est autre chose, mais en tout cas, c'était très intéressant. Je vois que Sophie Thiron a levé la main pour poser une question, et donc, Sophie, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci beaucoup pour la présentation et pour l'organisation de cette session. Alors peut-être pour situer, moi je suis sociologue, donc j'espère que ma question ne sera pas complètement décalée, enfin mes deux questions. Et agro aussi, t'oublies tes Oui, racines. oula, je me fais gronder. Oui, et ingénieur agro initialement, mais maintenant sociologue quand même, un peu les deux, bref. Donc oui, mes deux questions, c'était la première question, c'était sur la capacité à... Donc là, vous nous avez bien dit que vous faisiez attention à diversifier les profils et notamment à aller vers parfois des profils aux capitaux peut-être moins élevés quand il y a besoin sur certaines questions. Est-ce que tous et toutes se sentent en capacité de prendre la parole et d'intervenir sur des questions politiques et notamment dans ces instances qui sont quand même on va dire des filiales d'une structure interministérielle, etc. Est-ce qu'il y a un frein en termes de sentiment de légitimité ou pas, ou vous l'avez pas du tout observé? Et si oui, comment vous le prenez en compte? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, désolée si j'ai pas compris un élément, je me disais, finalement, la consultation citoyenne, elle intervient sur des questions qui sont déjà déterminées, donc sur des thèmes qui descendent en fait de l'agenda politique. Est-ce qu'il y a à l'inverse un espace ou un endroit où les citoyens, citoyennes peuvent faire remonter des questions qui ne seraient pas déjà déterminées par l'agenda politique, faire remonter des préoccupations de manière ouverte? Merci beaucoup en tout cas. Merci pour ces questions. Pour le premier point sur la question des profils qu'on arrive à recruter et les enjeux de légitimité, j'ai envie de dire, ça va être tout le travail justement de construction de la démarche participative. Évidemment, on fait attention à organiser des débats dans lesquels on essaye d'accueillir de la façon euh, la plus pertinente et comment dire, la plus facile possible, en fait, la parole citoyenne. Juste pour préciser quand même que, en fait, les démarches participatives, elles se font vraiment quand même de leur côté, hein. Donc, on organise des démarches participatives, pas directement en lien avec les membres du CNA. Donc, c'est des citoyens qui vont se retrouver. Donc, on est là pour organiser la démarche. On peut faire appel, bien sûr, à des professionnels d'animation pour nous appuyer dans, dans la construction des journées, on va dire. Et puis, sur les
sur les profils, des profils en particulier, si je peux prendre par exemple l'exemple de personnes en situation de précarité qu'on a pu recruter. Donc ça, on s'est basé, on a fait appel à des associations, des structures d'aide alimentaire, ou ce qu'on appelle le Conseil national des personnes accueillies, qui est relié à la Fondation de l'Armée du Salut, qui sont directement en lien avec ces personnes pour nous appuyer, pour pouvoir mieux les toucher, parce qu'effectivement, on a du mal à les mobiliser, ces personnes. Et donc après, on organise des journées qui sont les plus accueillantes possibles. On peut avoir différents outils participatifs. On a organisé ce qu'on appelle des croisements de savoir. L'idée étant de pouvoir mettre les personnes d'abord en confiance. Ça se fait quand même dans du temps long. C'était un panel citoyen sur 6 jours, donc il y a eu plusieurs journées déjà d'acculturation entre les personnes. Et voilà, pour vous donner un peu quelques exemples. Je ne sais pas si tu veux y compléter. Peut-être il y a une phase qui est un peu plus délicate parce que là, effectivement, donc ça se passe en dehors des réunions du Conseil national de l'alimentation. Hein, et voilà, on est aidé pour le recrutement, il y a un appui à l'animation, etc. Et donc là, je pense que les personnes qui viennent dans ces moments-là vont libérer la parole parce qu'il y a aussi des temps, hein, de mise en confiance. Par contre, c'est vrai que lorsque l'on propose, et on n'a pas fait à chaque fois, mais à ces personnes de venir devant le groupe de concertation, hein, qui est formé au sein du CNA pour discuter du sujet, là, on peut avoir peut-être, on a pu ressentir des réticences de se retrouver devant, entre guillemets, des sachants, des institutionnels, voilà, où cette étape-là, on peut avoir des personnes qui disent non, moi je préfère ne pas faire ça. Voilà, et on a eu effectivement un recrutement plus faible pour cette étape. D'accord. Voilà, donc, mais c'est vraiment Après, on prend le temps, bien sûr, de les accompagner pour préparer justement cette rencontre. Mais évidemment, hein, ça peut être impressionnant. Et donc, oui, cette étape-là de mise en lien, on va dire, avec les membres du CNA était. Ouais, on a pu avoir quelques. On a eu des volontaires, bien sûr, mais. Alors, je vais prendre le chat. Il y a des questions, hein, qui viennent dans le chat. Donc, Marc Thio nous demande quel est le type de prestataire qui intervient dans le recrutement et en relais. Peut-on dire que le CNA est le seul et véritable relais du terrain? Je me permettais juste d'abord de répondre à la deuxième question de Sophie Thiron sur la question des descentes d'informations et de la Ah oui, remontée. pardon, exact. C'était ça. Hein. Question Donc nous, importante en plus. on a rien gravé dans le marbre, en fait, en termes de méthode participative. On a quand même beaucoup plus traditionnellement adossé des groupes de concertation à des démarches participatives qu'on a construites donc en parallèle où on a décidé de la question qui leur serait adossée. Mais on n'a pas directement, en tout cas, d'espace, ça c'est clair, d'espace dans lesquels les citoyens peuvent permettre de saisir le Conseil national de l'alimentation. Ça, c'est pas quelque chose qui est possible. Mais juste pour nuancer un petit peu quand même, l'idée vraiment de cette démarche, la troisième que je vous ai présentée sur la question de la communication sur les risques d'intoxication alimentaire, on a vraiment essayé de faire la démarche cette fois en amont du groupe de travail, l'idée étant d'identifier des thématiques de travail qui seraient creusées ensuite par le groupe de concertation. Donc on a essayé d'inverser un petit peu, on va dire, comment dire, un peu celui qui pose la question quelque part, celui qui demande de creuser les enjeux. Mais effectivement, on n'est pas non plus sur. Enfin, les citoyens n'ont pas le rôle de saisir, le pouvoir de saisir le Conseil national de l'alimentation sur un sujet, quoi. Non, il n'y a pas du tout la saisine, elle vient ou des ministères ou autosaisine du Conseil lui-même. On a essayé dans le cadre des 40 ans du CNA, donc sur l'année 2025, on a fait une sorte de CNA Tour où le secrétariat s'est déplacé dans les territoires pour faire un certain nombre d'animations autour de l'alimentation et recueillir de la parole citoyenne. Mais c'était, voilà, c'était, on va dire, un peu plus informel que ce que ce qu'on vous a présenté. Très bien.
Alors, Et puis la question sur les prestataires, oui, c'est ça? oui. Alors, Euh, quel type de Il y a prestataire trois. intervient dans le recrutement et en relais? Je crois- Alors déjà, on s'appuie sur des réseaux publics qui existent. Donc, je vous parlais du Centre international de la participation citoyenne. Il y a des référents nationaux qui sont identifiés dans chaque ministère, et puis un certain nombre voilà, d'agents en fait qui peuvent venir en appui dans l'organisation. Déjà, on va dire un peu plus méthodologique, mais aussi dans l'appui d'animation en tant que tel. Après, on se mobilise, nous, beaucoup quand même, secrétariat pour animer les réunions, puisqu'en fait, c'est notre métier, concrètement, puisqu'on fait à la fois de la concertation de parties prenantes, mais on vient animer les réunions de participation citoyenne. Et ça peut nous arriver, effectivement, de faire appel à des prestataires privés pour, voilà, pour nous appuyer dans l'animation de certaines réunions. Très bien. Voilà. Je vais Oui, prendre la question suivante, À peut-être, moins parce que que Marc, le je temps sais pas si on tourne. a entendu Marc. oui, pardon, j'aurais dû la poser de vive voix plutôt que par écrit. Alors, moi, en fait, la question, le contexte, c'est je vous contacte de Luxembourg et comme je fais partie d'un conseil de politique alimentaire à Luxembourg qui est récent, j'essaye de faire le parallèle entre le CNA et ce qui peut exister au Luxembourg. A priori, ça n'existe pas encore. Et comme ce conseil de politique alimentaire est constitué de personnes privées enfin, et d'organisations, donc en fait, j'essaye de voir comment, puisqu'on est aussi censé faire des avis pour les différents ministères. Donc voilà, c'était ça un peu le fond de la question. C'est pour ça que je préférais le préciser. En tout cas, merci pour la réponse. Marc, rien ne vous empêche de continuer cette conversation après avec nos interlocutrices pour leur demander plus d'infos par Oui, rapport à Oui, votre et conseil. vous pouvez trouver sur le site du CNA un certain nombre d'informations, notamment organisationnelles, feuilles de route, etc. Et des rapports. Vous pouvez trouver les rapports annuels et des bilans de mandature qui vous donnent un peu l'ampleur des travaux que l'on mène et comment ils sont organisés. Parce que là, aujourd'hui, on a vraiment fait un focus sur la Non, mais question de la démarche rassurez-vous, j'ai déjà consulté, participationnelle. je fais juste l'intermédiaire là. Donc D'accord. c'était pour mieux comprendre. Merci. Merci en tout cas. Merci de votre intérêt. Alors, je vais me permettre de résumer la question de Boris, qui s'interrogeait sur la façon dont, en fait, vous incluez ou pas le milieu universitaire et les laboratoires de recherche universitaires dans vos démarches. Et je pense qu'il n'a pas en tête uniquement la recherche en agronomie, la recherche en nutrition, mais aussi peut-être la recherche dans le domaine social, sciences sociales, euh, etc. Parce que je me posais la question aussi. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des partenariats avec des labos de recherche universitaires, certaines ou pas? Et aussi, est-ce que vous publiez en fait vos résultats dans des revues scientifiques? Même plus, est-ce que vous seriez intéressé par Oui, des collaborations, à mon je avis? crois que la question, voilà, amène à plus qu'une question, mais à un intérêt Alors, manifeste de notre part. je vous inviterai effectivement, bon là comme on vous l'a indiqué, la mandature est terminée et nous avons dans le collège des personnalités qualifiées des différentes compétences qui ne sont pas justement que sur les sujets alimentation santé ou sur les sujets agronomiques, mais qui sont aussi des sociologues. Donc voilà, je vous invite à regarder l'arrêté de nomination précédent où vous verrez la composition du collège des personnalités qualifiées. Et puis, dans la prochaine mandature, il y aura aussi des personnalités ayant la compétence en sociologie. Nous avons également fait appel dans le cadre des cellules, quand on monte une cellule de la participation citoyenne, là, on va aussi chercher donc des spécialistes du débat public pour constituer ce socle important qui est la base du travail dès qu'une démarche de participation citoyenne est engagée. Nous avons des projets, nous avons pensé effectivement avoir au sein du CNA, pouvoir avoir la possibilité de conduire des travaux de recherche, notamment sur le débat public. Nous y avons pensé, alors c'est le secrétariat qui y a surtout pensé pour l'instant, et nous aimerions soumettre ça aux membres du CNA, mais pour ça, il faut que le CNA
redémarre avec un arrêté de nomination signé de ces 4 ministères de rattachement. Donc pour l'instant, ça reste à notre niveau, ce qui veut dire que ce n'est pas suffisant. Très bien, mais En tout les cas, vous savez perspectives maintenant qu'il y a existent. au moins 2 membres Voilà. intéressés, pardon. Voilà, il y a, il y a des volontaires, je pense, effectivement, pour vous y aider. Je poursuis. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme question? Je crois que Sylvie? c'est Sylvie, voilà, qui vous demandait si vous pouviez nous donner des exemples d'impact mesurés sur la participant et les membres du CNA. Oui, moi aussi, je leur ai bien posé cette question. Vous nous avez dit ce que vous mesuriez, mais alors, est-ce que vous avez une illustration, voilà, Des à... exemples Oui, positifs ou négatifs d'impact? Alors, pendant que Mathilde réfléchit à cette question, ce sera de toute façon plutôt qualitatif ou semi-quantitatif. ouais, En tout cas, nous, ce qu'on a pu mesurer, alors c'est pour le coup très qualitatif, mais c'est la perception des membres du CNA qui, au départ de ces démarches, s'interrogeaient sur la plus-value dans la mesure où le CNA avait déjà tout un panel de sachants. Et ouais. donc, voilà, que va-t-on apprendre de plus? Ça, c'est vraiment considérablement changé. Considérablement changé. Et ça, on peut le voir quand on fait un retour d'expérience sur une démarche participative citoyenne. L'intérêt est réellement compris aujourd'hui. Ça fait plus débat. L'intérêt ne fait plus débat. Voilà, donc ça c'est. Après, on peut avoir des sujets sur lesquels on estime que voilà, parce que le concernement, voilà, le sujet, comme je le dis, trop spécifique, trop technique, ce ne sera pas le bon sujet pour une démarche. Mais en tout cas, au travers de nos membres, ça c'est quelque chose que nous, secrétariat, on a vu évoluer au fur et à mesure des années. Et pour compléter un petit peu sur cette étape de retour d'expérience, donc on a pensé la structurer, enfin les dernières démarches qu'on a organisées, on l'a structurée autour de 3 éléments. On a d'abord organisé une auto-évaluation de nos pratiques déjà en tant que telles, à notre échelle. Donc ça va être sur des sujets très méthodologiques et puis aussi pour s'assurer est-ce qu'on a respecté tous les bons principes participatifs qu'on se fixe, puisque on vous a pas précisé, mais on est aussi adhérent de la charte de la participation du public qui est portée par le ministère de la Transition écologique et qui fixe en fait un certain nombre de bons principes à suivre. Et donc là, c'est on mesure en fait à savoir si on a pu informer suffisamment les participants, comment est-ce qu'ils ont perçu la démarche, est-ce que ça leur a apporté quelque chose. Donc ça se base beaucoup sur des questionnaires qu'on a surtout fait a posteriori. Et ce qu'on aimerait faire dans les prochaines démarches, c'est justement de pouvoir mesurer un peu plus l'avant-après, parce que ça nous manque. On a surtout le retour à la suite de ça. Donc il y a cette auto-évaluation, on va dire, qu'on a pu comparer en fait entre les 2 premières démarches. Déjà, on s'est rendu compte qu'on avait quand même mieux suivi les principes qu'on se fixait. Et puis on fait un certain nombre d'entretiens. Donc là, Hélène, vous parlez effectivement des retours qu'on a avec les membres du CNA, mais on s'entretient aussi avec déjà le comité de pilotage qui lui en fait est qui sont souvent à la fois des membres du CNA, puisqu'en fait les groupes de concertation ils se construisent avec un comité de pilotage un président et une présidente qui sont issus des membres du CNA. Et on essaye de creuser avec eux comment est-ce que ça a pu évoluer. Et donc, en termes d'impact concret, déjà, ce qu'on a pu mesurer, c'est sur l'évolution de la prise en compte concrète dans les avis du CNA. Je vous invite à regarder les derniers avis qu'on a publiés, donc prévenir et lutter contre la précarité alimentaire et la sobriété en emballage alimentaire, qui, vous pourrez observer en fait une part grandissante quand même de l'introduction de la parole citoyenne dans les recommandations. Donc, on a quand même autour de 80-85% de prise en compte des idées citoyennes qu'on trouve intéressant. Et puis aussi dans les méthodes de retour d'expérience, de reddition des comptes, en fait. Ça, la première démarche de participation citoyenne, on avait publié un document de réponse qui permettait quand même à chaque citoyen de voir comment est-ce que ce qu'il avait pu porter se retrouvait dans les faits, dans la vie ou pas.
Et là, la démarche sur la précarité alimentaire, on est allé plus loin, on a organisé une démarche de restitution, on a pu permettre aux personnes de venir directement à la rencontre des membres du CNA, d'organiser des échanges un peu plus privilégiés. Voilà, donc je dirais qu'on essaye d'aller un petit peu plus loin. On a permis aussi de croiser un peu plus les liens, parce que je vous disais que les démarches sont quand même distinctes, hein. On a vraiment le travail du groupe de concertation, le travail des citoyens. Et la dernière démarche de participation citoyenne, on a proposé aux membres de venir assister à une observation, à comment travailler les citoyens, et puis à certains, et puis on leur a permis de venir présenter leurs résultats à la suite de ça. Donc c'est des retours quand même qui sont assez qualitatifs, hein, qu'on peut vous faire, mais c'est ce qu'on cherche à mesurer. Nous, hein, on n'est pas non plus pour mesurer vraiment quantitativement les impacts. Voilà quelques exemples que je peux. Il nous reste, alors c'était pas une question vraiment, mais c'est Dany Ménard, je ne sais pas si vous avez pu voir son message, qui est plutôt sympa pour vous, puisqu'elle dit elle a eu l'occasion en Guadeloupe d'organiser un débat Mais oui, autoporté avec le CNA, qu'elle a trouvé l'exercice très intéressant, d'autant plus qu'il était adossé à un atelier cuisine. Donc voilà, c'est plutôt un Merci. témoignage qui va dans le sens d'un merci impact beaucoup. positif. Euh, je crois qu'il n'y a plus trop de questions. Moi, je Alors, voulais moi, juste dire, j'en ai plein en tête, pardon, hein, mais comme il est oui, moi tard, aussi. voilà, c'est sûr. On pourrait continuer longtemps. Mais vas-y, Patricia, pardon. Non, non, parce que moi, je vais devoir vous quitter. C'est la journée tunnel de réunion aujourd'hui. Euh, mais vous nous avez gentiment dit comment mieux savoir comment éviter les intoxications alimentaires à la maison. Ça devrait vous intéresser, le marketing social. Sauf que nous, on s'intéresserait à comment mieux éviter ou prévenir, et notamment avec la dimension comportementale. Il y a longtemps qu'on se dit que la connaissance, ça suffit pas, c'est qu'il faut Oui, travailler sur les changements de comportement. C'était juste un aparté. Bien sûr. À nous, on parle beaucoup d'évolution de l'environnement alimentaire, hein, pour permettre d'engager des vrais changements de comportement des individus. ah bah absolument. Alors écoutez, c'est vraiment un peu la mission du marketing social, hein. C'est le Mm. changement comportemental, mais en prenant en compte un grand nombre de facteurs et pas uniquement des facteurs individuels. Parce que Mm. là, ça serait trop restrictif. Donc c'est englobé dans une analyse de facteurs environnementaux, systémiques, etc. Et c'est en ce sens que oui, le marketing social, c'est pas uniquement, j'allais dire, une affaire de communication. Pas du tout, parce que s'il y a que ça, bah, ça fonctionne assez de manière marginale. C'est beaucoup plus vaste que ça, et, enfin, on aurait plaisir à en parler davantage avec vous. Moi, j'avais une petite question, juste, je m'interrogeais dans quelle mesure le CNA a été impliqué dans les états généraux de l'alimentation et les différentes lois qui ont suivi. En fait, le CNA, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, c'était des travaux en parallèle, mais qui ont évidemment, étant donné le nombre de membres au CNA qui étaient aussi impliqués dans les États généraux de l'alimentation, c'était une période notamment où le CNA travaillait sur un avis qui a beaucoup, beaucoup compté et qui a marqué un tournant important qui s'appelait Alimentation favorable à la santé, sous-tendu toutes les santé et pas que la santé humaine. Et voilà, c'est quelque chose qui a beaucoup contribué à nourrir les réflexions D'accord, des États généraux. merci. Je crois que on va peut-être s'arrêter là. Sauf s'il y a une dernière question, quelqu'un. Ouais. Bah, Euh, juste moi pour compléter un peu la question que j'ai posée, et du côté des participants, donc des citoyens, vous avez quoi comme retour? Ils trouvent ça intéressant? Ça les amène à de la réflexivité? Comment qu'est-ce qu'ils en pensent? Enfin, Oui, même si c'est très qualitatif, peu importe. oui, bien sûr. On a globalement des retours qui sont très positifs. Un vrai plaisir à avoir pu participer à une démarche où ils se sont sentis souvent très écoutés. Enfin, c'est le retour qu'on a. Et je dirais que la frustration qui peut être générée et qu'on retrouve
parfois, c'est le fait que le CNA est une instance consultative. Et donc, effectivement, l'étape de reddition des comptes, nous, on peut la faire au niveau de nos membres. Les citoyens, ils ont bien une réponse précise sur comment est-ce que l'avis du CNA a intégré leur retour. Mais nous, on ne s'engage pas à avoir de réponse précise sur la traduction concrète des propositions citoyennes dans la définition de politique publique. Et donc, voilà, je dirais que c'est la frustration principale qu'on reçoit et qui est très reliée du coup à cette recommandation qu'on portait d'être très clair et très sincère sur voilà, le périmètre qu'on accorde aux démarches de participation citoyenne et jusqu'à où est-ce qu'on peut aller. Merci. Et vraiment, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Bah, merci beaucoup Très à bien. vous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Ça nous a beaucoup plu de partager les travaux du CNA en matière de participation citoyenne. Donc, à nouveau, merci. Et puis maintenant, on va devoir vous quitter aussi Absolument. pour, comme l'a dit Patricia, un petit tunnel de réunion. Merci Vraiment, encore beaucoup, c'était merci. passionnant Oui. et j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser, de rester en contact sur ces sujets. Et on vous remercie encore très, très chaleureusement pour voilà, tous vos propos extrêmement instructifs et éclairants. Bah, vraiment bravo. Et Merci. Merci beaucoup. Merci Merci, beaucoup. bonne Bon journée, Au revoir. après-midi. Au revoir. au Bon revoir. après-midi. Au revoir.